C'est un premier roman, Rose de Diyarbakir, une passion arménienne, signé de l'auteure et comédienne Corinne Zarzavadjian, déjà auteure de 2 ouvrages, dont un qu'elle a co-signé avec son frère, le livre Cuisine d'Arménie, préfacé par André Manoukian, sorti en 2017, et un autre, L'Arménie et les Arméniens de A à Z, publié en 2020. Absolument, avec votre frère également. Un nouveau livre donc, mais un nouveau défi pour l'artiste, puisque c'est un roman, une fiction, mais qui finalement a tout d'un témoignage historique, et on va en parler. Corinne Zarzavadjian, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous m'avez envoyé, c'est vrai, ce très beau livre il y a déjà plusieurs mois, puisqu'il est sorti le 28 septembre 2023, et le même jour en Arménie, on le sait, ce sont 100 000 Arméniens d'Artsakh qui étaient chassés comme des chiens, dixit le président azéri, de leur terre millénaire. Une énième épuration ethnique entamé il y a 100 ans et que relatent les premières pages justement de ce roman, et même il y a plus de 100 ans maintenant. Et parallèlement, en Israël avait lieu le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, donc ça a été un petit peu difficile de se retrouver. Mais enfin, vous êtes là, Corinne, on va parler de votre livre. Alors d'abord, une petite parenthèse, puisque vous étiez hier à l'hommage qui a été rendu à Missak Manouchian, le résistant communiste étranger au Panthéon. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant qu'Arménienne, justement ? Alors, j'étais à la panthéonisation, mais également à la veillée au Mont Valérien. C'était une immense fierté et beaucoup d'émotions de voir au son du doudouk, cet instrument emblématique de l'âme arménienne, rentrer Missak et Méliné Manouchian dans cette institution. C'est Edgar Quinet qui comparait le Panthéon à ce monument de la mythologie qui était Janus, avec ses 2 visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir. Et Missak, c'était cet homme-là, à savoir un homme érudit, un poète, amoureux de la France, de la littérature française, des mots de Victor Hugo et de Baudelaire, et qui était complètement pacifique, qui avait une horreur des armes, et puis d'un coup il se retrouve avec ce besoin de liberté chevillé au corps. Il se retrouve à la tête de ce mouvement FTP-MOI, et chef militaire et résistant à se battre et à donner sa vie pour la France. Et c'est un symbole énorme de le voir rentrer avec ce cortège de résistants qui étaient tous apatrides et qui avaient pour seule patrie la France, qui était leur terre d'accueil. L'amour de la France, justement, on va en parler, puisque vous l'évoquez aussi dans ce roman, Rose de Diyarbakir. Donc une histoire de femme, de courage, de résistance, une page de l'histoire du peuple arménien doublée d'une lettre d'amour donc pour la France, et donc une histoire arménienne aussi qui entremêle personnages de fiction et figures historiques, et qui rend hommage à d'immenses personnalités comme l'ambassadeur Paul Cambon, Jean Jaurès, Georges Clémenceau, autant de personnalités qui se sont mobilisées, c'est vrai, pour les Arméniens. Alors d'abord, pourquoi un roman ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer, Corinne ? Et pourquoi une histoire autour d'une femme en particulier ? Qu'est-ce qu'elle représente, Rose de Diyarbakir ? Alors en fait, Rose de Diyarbakir, c'est une histoire que j'avais en moi depuis très longtemps, nourrie des récits de mes grands-parents, puisque j'ai vécu avec mes frères, avec mes grands-parents jusqu'à l'âge de 16 ans, nourrie des souvenirs évoqués, de mots chuchotés, de photos vieillies. Et puis il arrive un moment où ces personnages inspirants, puisque Rose était une arrière-cousine, et tous ces personnages inspirants ont besoin de sortir, d'être dans la lumière. C'est comme un besoin irrépressible, peut-être dicté par la situation dans laquelle se retrouvent les Arméniens régulièrement, toujours menacés sur leur terre par des voisins hostiles. Et voilà, donc j'ai tous ces personnages inspirants qui sont dans le récit, donc inspirés de ma famille. J'ai eu besoin à ce moment-là de raconter cette histoire et de raconter cette résistance, la résistance des femmes, de Rose bien sûr, une arrière-cousine, mais également de toutes ces femmes qui gravitent autour d'elle, qui sont des personnages réels, parce qu'il y a une partie fiction, mais il y a aussi tous ces personnages inspirants qui font partie de ma vie. Et ce sont aussi, par exemple, ce couple absolument extraordinaire que sont, vous parliez tout à l'heure de Paul Cambon, mais il y avait son vice-consul qui était Gustave Mérier, tout à fait, avec son épouse Héléna Mérier, qui a été une femme qui a beaucoup inspiré Rose, mais c'est aussi Sarah Bernard, parce que n'oublions pas que c'est un livre qui gravite autour du théâtre et de l'amour des Arméniens pour l'art et pour l'instruction. Absolument, absolument. Et le livre, d'ailleurs, le sous-titre de ce livre, c'est une passion arménienne, et on sent la passion pour l'Arménie, puisque vous faites beaucoup de références à la culture arménienne. Alors, le récit se pose en 1893, donc une vingtaine d'années avant le génocide des Arméniens
arméniens, à une période où les tensions vont aller crescendo en fait, pour le peuple arménien, pour les chrétiens de manière générale de l'Empire ottoman. C'est à l'époque le sultan Abdulhamid qui gouverne, surnommé le boucher plus tard pour ses actions criminelles contre les Arméniens. C'est ce régime-là que vous avez décidé, Corinne, de mettre finalement en lumière à une époque finalement où les Arméniens, comme les Juifs et comme les autres minorités non musulmanes, vivaient finalement comme des dhimmis. Comme des dhimmis, les Arméniens étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, taxés énormément avec des impôts, ça n'arrêtait pas. Qui étaient censés les protéger. Qui étaient censés les protéger, c'était des impôts imaginaires, des impôts fictifs. On tapait à la porte pratiquement chaque jour pour venir récupérer de l'argent. Donc moi j'ai toujours été intéressée par cette période. C'est vrai qu'il y a énormément de littérature sur le génocide de 1915, mais moi j'ai toujours été intéressée par cette période parce que c'est le cadre historique de Rose de Diyarbakır, ça couvre cette période assez méconnue de la fin du 19e siècle dans l'Empire ottoman et également en France. On parle de ce sultan, vous parliez du boucher, mais on l'appelait dans les hémicycles européens le sultan rouge ou encore le grand seigneur, S-A-I et non S-E-I. Ouais. Pour tout le sang qu'il a versé avec les massacres des Arméniens, près de 300 000 victimes de 1894 à 1887. Dont on parle finalement assez peu par rapport à l'ampleur du génocide. On n'en parle jamais, et c'est vrai que le cadre historique, c'est cette période. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Empire ottoman est administré d'une main de fer par ce dernier sultan ottoman, Abdulhamid II, et il va savoir en fait manipuler les puissances occidentales. Il va tout de suite comprendre qu'il a affaire à des puissances qui parlent beaucoup mais qui ne font rien, qui n'agissent pas. Donc il va continuer à massacrer, et puis il va acheter les médias européens. Il va acheter les journaux, il va avec des enveloppes qu'il va donner à droite et à gauche, ou des bijoux qu'il va offrir à certains médias. Mais voilà, c'est une période où on sent que l'Empire ottoman se radicalise, et comme à chaque fois, et même encore aujourd'hui, le sultan va trouver des boucs émissaires, les Arméniens, il va instrumentaliser... D'ailleurs, on l'appelait l'homme malade. L'homme malade, on l'appelait l'homme fou d'épouvante. Ouais. Il va instrumentaliser les populations musulmanes et les monter contre les populations arméniennes. Et justement, il va activer ce qu'on utilise à chaque fois, à savoir la peur. Et justement, puisque c'est ce qu'on lit dans votre livre, effectivement, alors il y a cette douceur de vivre, ce bonheur finalement de cette jeunesse rose, ses amis, ses frères, et puis en parallèle, l'angoisse qui arrive, la peur, les exactions directement dans les maisons. On vient piller les Arméniens, on vole aussi les filles chrétiennes pour les mettre en esclavage dans des familles musulmanes, on les bat, et puis on tue aussi directement des chrétiens dans les églises. Et vous dites, ce sont les Kurdes en fait, qui sont très présents dans la région, qui à ce moment-là sont responsables de toutes ces exactions, qui sont instrumentalisés par le pouvoir. Absolument. En fait, le sultan Abdulhamid, à chaque fois il dira moi j'ai rien fait, c'est les populations tribales. Mais en fait il va en 1891, si on remonte un petit peu plus tôt, en 1891 le sultan Abdulhamid crée sur le modèle des Cosaques, il va créer les régiments hamidiers, Hamid de son nom. Et ces régiments hamidiers sont composés essentiellement des tribus de populations tribales kurdes, et il va leur offrir toute une impunité incroyable. Ils vont pouvoir piller, puisque les autorités voler, ne font rien, spolier des terres, violer, massacrer, etc. Et en toute impunité. Et c'est pour ça que ça va commencer au son du clairon. Dès que le son du clairon commence, on sait que les Kurdes mais il y aura aussi les Kurdes, mais aussi les Turcs qui vont. Bien sûr. Mais ce roman, c'est aussi deux mondes. C'est aussi le monde de l'instruction face au monde de l'ignorance. Alors justement, l'ignorance dans laquelle le sultan Abdulhamid veut maintenir ces populations musulmanes pour mieux les manipuler contre les populations arméniennes. Mais c'est l'instruction. Et vous savez, avant-hier, j'étais au Mont Valérien, et à côté de moi, il y avait une descendante d'un des partisans et d'un des camarades de Manouchian. Et elle m'a montré une photo de son arrière-grand-père, et on voyait Manouchian avec un livre. Et cette photo, elle est emblématique parce qu'elle raconte tellement de choses, et elle raconte le besoin des Arméniens et cet amour des livres, cet amour de l'instruction. Absolument. C'est dans l'ADN l'amour des Arméniens. De l'instruction, c'est l'amour que partage notamment Rose de Diyarbakır. Elle n'a que 17 ans au début de votre histoire, et elle raconte, le roman raconte l'histoire de sa famille, de ses parents, de ses amis, de ses frères qui eux ont pu avoir la chance de partir en Europe. Et c'est vrai qu'à l'époque, le continent européen, c'est un petit peu l'Eldorado.
et pour les parents arméniens, voir leurs enfants aussi partir en Europe, c'est une chance en fait. Oui, c'est une chance. Et à l'époque, ça se faisait dès que les familles arméniennes avaient un petit peu d'argent, on pensait qu'à une chose, c'était envoyer ses enfants en Europe pour qu'ils puissent apprendre, pour qu'ils puissent se former et revenir pour mettre leurs compétences, leurs connaissances au service de l'Empire. Et Rose, elle voit ses frères partir, elle ne comprend pas. Elle n'a qu'une passion, c'est le théâtre, et qu'un rêve, c'est de rencontrer Sarah Bernard, qui vient en tournée à Constantinople pour pouvoir y jouer Ruy Blas. Et qui mieux que Ruy Blas peut raconter le courage, la détermination et l'engagement de... Alors, il nous reste très peu de temps. Il nous reste une seule question, à vrai dire, Corinne. Et c'est vrai que moi, je voulais aussi insister sur le fait que cet ouvrage est très féministe, puisque Rose de Diyarbakir, à l'époque, on le sait, c'est compliqué pour les femmes orientales, les femmes arméniennes qui finalement n'ont pas vraiment d'autre choix que de se marier, que de trouver un mari et d'avoir des enfants. Mais Rose, elle n'en a pas envie et elle le dit clairement à ses enfants, à ses parents. Et ça, c'est quand même, faut quand même avoir du courage à l'époque. Oui, mais elle est très déterminée. Elle avait un caractère bien trempé. Et elle, ce qu'elle veut, c'est une vie sur scène. Donc, elle sait très bien que les mots de Victor Hugo, que l'instruction, que le théâtre va la sauver. Et c'est à travers le théâtre qu'elle va pouvoir rentrer en résistance et pouvoir sauver les siens. Rose de Diyarbakir, une passion arménienne, justement, c'est le nom de votre roman et que j'invite évidemment tous les auditeurs à lire. Alors, on parle de théâtre. Un dernier mot peut-être, puisque vous jouez aussi justement au théâtre, Corinne. Absolument. On joue une pièce qui s'appelle Eurydice, qu'on devait jouer 2 mois et ça fait maintenant près d'1 an qu'on la joue. Encore 2 lundis à 21h au Théâtre de Poche pour voir Eurydice de Jean Anouilh. Et ensuite, du 13 mars au 5 mai, au Théâtre du Lucernaire. Et ce sera tous les jours à 18h30, sauf le lundi, on relâche. Donc encore 2 lundis, comment faire si on veut y aller, Corinne? Non, on téléphone au théâtre de Poche directement ou sur le site ou via les plateformes de réservation en ligne. Eh bien, merci beaucoup. Merci Corinne Zarzavadjian d'avoir été avec nous. Rose de Diyarbakir, une passion arménienne et un roman qui met aussi en avant le courage d'une femme qui a existé. Vous en parliez, Elena Mérier, l'épouse du vice-consul de Diyarbakir, Gustave Mérier, qui au péril de sa vie et de celle de ses enfants a conduit plus de 300 Arméniens de Diyarbakir jusqu'à Alexandrette, sur la côte méditerranéenne de la Turquie. Pour qu'ils puissent s'exiler en France, à Paris et à Marseille. Encore une femme exceptionnelle. Merci Corinne. Merci et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.